Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire sur la thématique de l'essentiel pour réussir ma création d'entreprise, organisé par l'URSSAF Île-de-France et le Pôle emploi de Seine-et-Marne. Ce webinaire a pour objectif de vous accompagner dans la compréhension des étapes clés de la création d'entreprise, des cotisations sociales, de votre protection sociale en tant que travailleur indépendant. Je suis Jean-Claude Chasseloup, chargé de la relation cotisant auprès de l'URSSAF Île-de-France. Et je serai accompagné aujourd'hui par Safia Ekelif, chargée de mission au Pôle emploi de Seine-et-Marne, pour animer cet événement pendant lequel nous aborderons les sujets suivants. L'offre de services de Pôle emploi, les différents statuts juridiques, les formalités à effectuer, les cotisations sociales, la protection sociale, les aides existantes en début d'activité. N'hésitez pas à poser vos questions dans la zone de chat, dont la modération est gérée par Dominique Berthaud, chargé de mission au Pôle emploi de Seine-et-Marne, et Annie Giton, chargée de la relation cotisant à l'URSSAF Île-de-France. Un temps de réponse aux questions est prévu à l'issue de cette présentation. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, les questions les plus aimées seront traitées en priorité. Vous pourrez avoir accès au replay du webinaire demain sur notre chaîne YouTube, les tutos de l'URSSAF Île-de-France. Nous allons maintenant débuter la présentation. Nous vous souhaitons un très bon webinaire. L'URSSAF et le Pôle emploi vous accompagnent dans la création de votre entreprise. Le sommaire, nous allons voir l'offre de Pôle emploi en amont, les statuts juridiques de votre protection sociale, les formalités à effectuer, le statut de l'auto-entrepreneur, le travailleur non salarié bénéficiaire de l'ACRE, les services de l'URSSAF Île-de-France. Bonjour à tous, Safia Ekelif, donc chargée de mission à Pôle emploi Seine-et-Marne. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est vraiment de parler plutôt de la partie en amont de la création d'entreprise, puisque certains d'entre vous sont en amont de ce projet-là. Donc, je vais investiguer avec vous, vous expliquer le rôle du conseiller Pôle emploi dans le champ de la création d'entreprise, les différentes étapes incontournables pour pouvoir sécuriser votre projet et reprendre une entreprise, les services que nous vous proposons et qui sont dédiés à la création d'entreprise. Et enfin, on va terminer par les aides dont vous pouvez bénéficier en tant que porteur de projet et futur créateur d'entreprise. Le rôle du conseiller à Pôle emploi, en fait, il est surtout dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Sachez que toute personne a le droit d'être informée et peut être informée à Pôle emploi, justement, sur le champ de la création d'entreprise et pas uniquement sur le champ de la recherche d'emploi. Donc, le conseiller Pôle emploi va pouvoir vous informer sur différents éléments. Déjà, les étapes incontournables de la création d'entreprise. Donc, on les verra un peu plus tard, on les détaillera. Donc, il y a 10 étapes clés qui ont été identifiées avant de vous envoyer éventuellement sur un partenaire qui pourra vous accompagner dans la concrétisation de ce projet. L'offre de services disponible aujourd'hui à Pôle emploi, donc puisqu'on a effectivement des prestations, des ateliers et un outil en ligne, une plateforme qui regroupe des services sur notre plateforme qui s'appelle Emploi Store. La formation aussi sur justement quelles sont vos possibilités de formation en tant que futur créateur de projet ou une fois que vous avez créé votre entreprise, quelles sont les possibilités de financement, sachant que le détail important, c'est que si vous vous formez après avoir créé votre entreprise, il va falloir surtout solliciter en priorité votre OPCO, donc votre organisme paritaire collecteur de fonds. On a aussi la possibilité de vous proposer de solliciter un conseiller en gestion des droits pour justement vous informer de vos droits en termes de rémunération. Est-ce que j'ai droit à un complément d'allocation de Pôle emploi lorsque j'ai créé mon entreprise? Ça, vous pourrez être informé, bien sûr. Et puis, l'offre de services de nos partenaires locaux, puisque nous appuyons sur nos partenaires locaux aussi pour vous accompagner dans la concrétisation de votre projet. Les étapes incontournables du parcours de la création d'entreprise. Donc, nous avons défini 10 grandes étapes qui pour nous sont incontournables et j'y reviendrai après. Simplement en introduction, il faut savoir que chez nous, lorsque vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi, on vous propose un parcours dit de créateur d'entreprise sur lequel vous pouvez vous concentrer sur votre projet sur une durée de 12 mois maximum.
pour vous permettre à un moment donné de vous fixer une échéance et de vous dire, voilà, si ça ne fonctionne pas sur ces 12 mois, on va vous proposer, j'ai envie de dire, de réfléchir à un plan B sur du salarié. Alors, ce parcours dont vous êtes accompagné par un conseiller, hein, pour vous aider dans la concrétisation de votre projet, il faut savoir que votre parcours peut être interrompu avant les 12 mois si, par exemple, vous avez travaillé sur votre parcours et il s'avère que le plan d'action que vous avez mis en place n'a pas fonctionné, il ne s'est pas réalisé. Peut-être que vous allez y réfléchir plus tard et aller plutôt sur plutôt une orientation sur du salariat. Ou alors votre étude de projet, hein, votre étude de marché, révèle au final qu'il n'y a pas d'opportunité économique et que votre projet n'est pas viable. Voilà, c'est important quand même de pouvoir vérifier cet aspect-là. Ou vous décidez d'abandonner votre projet de création d'entreprise pour diverses raisons, puisqu'il peut vous arriver n'importe quoi dans la vie et que vous avez un impératif de retravailler tout de suite. Du coup, vous pouvez repasser sur une réflexion, plutôt une recherche d'emploi, sur un travail salarié, ou tout simplement, votre objectif est atteint et vous créez enfin votre entreprise. Donc là, votre parcours se termine et on va vous inscrire dans une autre catégorie, dite créateur d'entreprise, catégorie 5. Donc voilà pour vous brosser un petit peu le parcours. On passe maintenant à la méthodologie de création d'entreprise. Donc c'est les fameuses 10 étapes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc 10 étapes incontournables. Pourquoi? Parce que ce sont des étapes clés identifiées qui vous permettent vraiment de sécuriser votre parcours de création d'entreprise. En tout premier lieu, il faut avoir une idée précise de ce que vous voulez, faire. Qu'est-ce que je veux vendre? Est-ce que ça va être un produit? Est-ce que ça va être un service? Est-ce que j'ai réfléchi à ma cible? Pourquoi je veux me lancer dans la création d'entreprise? Comment je vais m'y prendre? Là-dessus, Pôle emploi pourra vous aider à réfléchir, il n'y a aucun souci, on reviendra par la suite sur les services dont vous pouvez bénéficier pour vous aider à réfléchir à cette idée de projet. Une fois que vous avez l'idée, deuxième étape, c'est de vérifier ce qu'on appelle l'adéquation homme-projet. C'est quoi? C'est tout simplement de mettre en regard le projet de création d'entreprise que vous avez par rapport à diverses questions qui vous concernent. D'abord, c'est vous poser la question de: est-ce que j'ai les qualifications, le diplôme ou les compétences requises pour pouvoir me lancer dans cette activité-là? Hein, vous avez des métiers dans lesquels, des entreprises dans lesquelles il vaut mieux avoir les compétences et voire le diplôme qui va bien. Est-ce que ma situation personnelle est compatible? Financièrement, est-ce que je vais pouvoir tenir le temps de créer mon entreprise et de dégager du chiffre d'affaires? Est-ce que j'ai le soutien de mes proches? Donc tout ça, c'est important aussi pour pouvoir vous concentrer sur votre projet. La troisième étape qui va arriver après, ce sera l'étude de marché. L'étude de marché importante puisque, selon les secteurs d'activité, les métiers, donc par exemple, si vous vous lancez dans le domaine de la sécurité, il va falloir vous informer sur les normes et les réglementations en vigueur, hein. Est-ce que derrière j'ai une demande? Est-ce que j'ai un public qui va pouvoir acheter, mes produits ou mes services? Quelle stratégie je vais adapter? Et puis, quel chiffre d'affaires prévisionnel je prévois de dégager? Puisque l'idée, c'est quand même que votre affaire, soit rentable et vous rapporte des sous. Quatrième étape, et là, qui a tendance parfois à être un peu sous-estimée, c'est vraiment là où il faut mettre la focale, c'est votre fameux business plan. Donc important, puisqu'il va falloir réfléchir et constituer votre prévisionnel financier, donc le fameux business plan. Donc au-delà du chiffre d'affaires, que vous prévoyez de dégager, est-ce qu'il est suffisant pour pouvoir couvrir mes charges, voire dégager, une plus-value et des bénéfices? Quels sont les capitaux indispensables qui me sont indispensables pour lancer mon activité? Voilà, comment je vais rendre mon entreprise, rentable. Donc vraiment, d'aller, dans le détail et se prévoir un compte de résultat derrière. Une fois que j'ai ficelé, cet élément-là, la 5e étape qui va, arriver, 5e et 6e étape, c'est, la recherche d'aide et de financement pour mon projet. Alors c'est important vraiment de se poser sur ce champ-là. Une petite vigilance, hein, au cours des accompagnements qu'on a pu mener avec les collègues, c'est, de ne pas, se baser uniquement sur vos allocations. Donc ça, c'est vraiment un conseil que je vous donne, mais vraiment de pouvoir rechercher d'autres financements. Donc déjà, est-ce que moi j'ai des apports en fonds propres? Est-ce que je vais pouvoir solliciter un prêt auprès de mon banquier? Il y a aussi, des prêts d'honneur, hein, qui peuvent exister, des bourses. N'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet ou à vous parler de sites qui vont être intéressants pour vous à exploiter justement pour trouver ces fameuses aides.
les aides en matière de financement, et effectivement, mais également les aides sociales et les aides fiscales possibles. Septième étape, c'est là où on va réfléchir effectivement à la question du statut juridique, qui bien souvent est amené comme première idée d'entreprise. Souvent, on a l'idée de: «Je sais, quel type d'entreprise, quel type de produit ou de service je veux vendre et je veux constituer, une SA, une SARL». Vous voyez que ça arrive vraiment en 7e position après toutes les étapes, précédemment citées. C'est de réfléchir à, comment je vais m'installer. Est-ce que je veux choisir le statut de société, le statut de travailleur indépendant, mon régime fiscal? Est-ce que je vais être sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés? Voilà, donc est-ce que je serai travailleur non salarié ou pas? Voilà, ça aussi ce sont des questions à se poser. 8e étape, qu'on vous propose, hein, c'est vraiment là de passer à la partie formalité, dite administrative. Déjà pour créer son entreprise et déposer ses statuts, donc je vais, m'adresser au centre des formalités des entreprises ou, portail auto-entrepreneur selon, le type d'entreprise que je veux créer. Est-ce que, je vais devoir louer des locaux et dans ces cas-là, bah, c'est la signature du bail et cetera, les accords de prêt bancaires. Donc voilà, toute la partie formalité administrative. La 9e étape qu'on vous propose effectivement, de réfléchir, c'est, voilà, l'installation de mon entreprise. Est-ce que mes propres locaux vont suffire chez moi dans mon appartement ou est-ce que je vais avoir besoin d'être hébergée dans un entrepôt ou dans d'autres locaux tiers? Quels outils de communication je vais utiliser pour faire connaître mes services, mon entreprise? Est-ce que je vais m'appuyer sur un comptable pour réaliser toute la partie comptabilité? Et cetera, et cetera. Voilà, les formalités avec la banque. Et là, bah, c'est l'étape où je me lance, enfin, mon projet se concrétise et les réflexions que vous allez mener par la suite, c'est comment faire vivre mon entreprise, comment je vais la développer, quelles actions commerciales, au niveau de la gestion financière, quelles autres démarches administratives, mes échéances fiscales, il faut que je pense aussi à payer, mes impôts, mes cotisations. Donc voilà. Voilà vraiment un échantillon des questions, que vous allez être amenés à vous poser pour justement voir si vous êtes prêts à vous lancer, dans la création d'entreprise. Alors, pour vous aider justement, on a quand même des services à vous proposer, hein, justement, pour vous aider à réfléchir, à essayer de concrétiser vos différentes étapes. Alors, quels services nous avons au niveau de Pôle emploi? La précision que je souhaitais vous apporter, c'est que Pôle emploi est vraiment axé sur la partie émergence du projet et que pour la partie accompagnement à la réalisation de votre projet, ne vous inquiétez pas, nous avons un certain nombre de partenaires et de co-traitants qui vont vous accompagner sur ces champs-là. Alors, une prestation à votre disposition qui s'appelle l'Active Créa Émergence et qui vous permet justement de réfléchir à l'idée de vous installer comme créateur d'entreprise. Vous ne l'aviez pas forcément envisagé avant, ben, on va vous aider à réfléchir, à voir si vous avez ce potentiel-là. Est-ce que c'est pertinent ou pas pour moi de me lancer à titre indépendant au regard du marché du travail et de votre situation? Vous serez pour cela appuyé par un consultant qui est un expert, hein, et qui pourra vous accompagner, notamment pour vous aider à réaliser un diagnostic personnel et professionnel, puisqu'il y a bien ces 2 dimensions à prendre en compte, à commencer à développer un réseau, en vous aidant à rencontrer d'autres, professionnels ou d'autres personnes qui souhaitent se lancer également, dans la création d'entreprise et à valider ce qu'on appelle, nous, le passeport pour la création, qui sont en fait des points incontournables pour valider le fait que vous êtes prêt à vous lancer, sur le projet de création d'entreprise. Les choses que ça va vous permettre d'identifier, c'est déjà de faire en sorte de vous assurer que votre projet est réaliste et réalisable au regard du marché, hein, et j'ai envie de dire de définir quelles sont les conditions incontournables pour que votre idée, puisse être développée et puisse se concrétiser. C'est voir si effectivement vous êtes fait pour être entrepreneur, avoir en fait des éléments de décision, hein, qui vous disent: «Bah, voilà, au vu de tout ce qu'on a analysé, oui, je peux me lancer» ou «Non, je vais peut-être pas me lancer tout de suite, en tout cas pas tout de suite». De développer aussi des outils qui vous permettront, de mettre en œuvre votre projet, hein. Ça va être, bah, comment réaliser une étude de marché, une étude financière sur qui je peux m'appuyer et surtout de, ressortir avec un plan d'action. Donc en fonction de votre situation, de vous dire: «Bah, voilà, quelles sont les étapes que je vais devoir travailler pour pouvoir concrétiser mon projet de création d'entreprise». Autre service aussi à votre disposition, ce sont des ateliers. Donc nous avons des ateliers dédiés à la création d'entreprise, hein, souvent animés, dans les agences Pôle emploi, donc qui durent entre une demi-journée et une journée. Donc vous avez un atelier qui s'appelle
m'imaginer créateur, où là, on est plutôt, qui sont plutôt destinés à des personnes qui seront vraiment au stade de l'émergence du projet et qui ont besoin d'aller déjà concrétiser cette phase d'émergence. Et donc là, c'est de pouvoir travailler sur une méthodologie pour exploiter cette idée de création d'entreprise. Voilà, travailler sur les représentations qu'on a sur la création d'entreprise et vous aider à prendre votre décision. L'autre atelier où là, on est un peu plus sur une personne qui a déjà bien réfléchi à son projet, qui permet de confirmer justement son projet, qui s'appelle « Mon projet et moi ». Donc l'idée, c'est vraiment de travailler plutôt sur les prochaines étapes à franchir pour concrétiser mon projet. De voir un petit peu, d'évaluer l'avancement, l'état d'avancement de votre projet, donc tout ce que vous avez pu parcourir et ce qu'il vous reste à faire, et puis de déterminer les prochaines étapes pour pouvoir avancer et quels acteurs je vais pouvoir mobiliser. Donc ça, ce sont des ateliers qui ont lieu en agence. Il faut savoir qu'en complément, nous avons énormément de services disponibles en ligne et qui sont accessibles en distanciel sur notre site Emploi Store, hein, qui est une mine d'informations sur la création d'entreprise. Vous avez à peu près 38 services dédiés sur le sujet. Donc vous y accédez soit à partir de nos sites pôle emploi.fr, soit tout simplement en allant voir sur emploi-store.fr. Alors parmi ces services, je vous propose de voir quelques échantillons de services disponibles. Donc, une fois que vous allez sur l'Emploi Store, vous avez une pastille dédiée à la création d'entreprise et certains services vous sont proposés. Donc, je ne veux pas vous les développer tous. Simplement, donc, si on regarde sur la slide suivante, on va pouvoir vous proposer des services, notamment sur BPI France, hein, BPI France, donc qui est le site de référence, j'ai envie de dire, sur la création d'entreprise et qui permet de poser un diagnostic sur la faisabilité de votre projet, mais également sur toutes les étapes incontournables à la création d'entreprise que vous allez retrouver sur ce site officiel. Vous avez par exemple l'ADI qui vous propose des vidéos et des fiches assez simples pour vous accompagner justement dans cette création d'entreprise. Là, on est plutôt sur le champ micro-entreprise, créer sa boîte avec le digital. Vous avez également, si vous avez envisagé cette solution, un simulateur sur le portage salarial ou un e-learning qui s'appelle Ma Boîte. Donc là, c'est vraiment un échantillon. Donc n'hésitez pas, je vous invite vraiment à aller naviguer sur l'Emploi Store. Nos partenaires clés sur lesquels on peut vous appuyer. Alors, je vous disais tout à l'heure que nous étions plutôt sur la phase émergence. Maintenant, on va pouvoir vous orienter vers nos principaux partenaires locaux qui sont spécialisés dans la création d'entreprises et qui vont vraiment vous accompagner à la concrétisation et à bâtir votre projet. Donc, on va beaucoup s'appuyer notamment sur des dispositifs régionaux et dont l'un des dispositifs s'appelle Entrepreneur #Leader et qui va pouvoir vous accompagner sur 3 grandes phases du projet. Donc, à la fois pour bâtir votre projet, pour travailler sur l'aspect financier, hein, et piloter votre projet. Ils ont même la possibilité de vous accompagner, nos partenaires, sur la partie « une fois que j'ai créé mon entreprise, je peux être coachée un certain temps, pendant un an, une fois que j'ai créé mon entreprise ». Autre partenaire clé, au-delà de BPI France Création, dont je vous ai parlé en amont, qui vraiment là sur le site, vous allez avoir toutes les informations nécessaires sur la création ou la reprise d'entreprise. Vous avez également la boutique de gestion qui peut vous permettre d'avoir un coaching personnalisé. L'ADI va être plutôt basé sur tout ce qui est micro-entrepreneur, microcrédit. Ensuite, vous avez des partenaires, j'ai envie de dire, historiques et qui, selon le secteur d'activité, vont vous accompagner. Vous avez la fameuse Chambre de commerce et d'industrie de Seine-et-Marne ou encore la Chambre des métiers de l'artisanat qui va être plutôt dédiée aux métiers de l'artisanat. Voilà un peu pour le panorama de nos partenaires principaux. Il y en a d'autres, évidemment. Les aides dont vous pouvez bénéficier, que vous soyez en création ou dans reprise d'entreprise. Nous en avons quelques-unes, en tout cas des aides clés sur lesquelles vous allez souvent nous interpeller, en tout cas nous interroger. Donc sachez que si vous êtes indemnisé en allocation retour à l'emploi, les fameuses ARE, il y a 2 possibilités lorsque vous créez votre entreprise. Soit vous choisissez un versement sous forme de capital qui s'appelle l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, ou alors
vous préférez opter pour le cumul partiel ou total de vos allocations jusqu'à épuisement de ceux-ci. D'accord? Attention, point de vigilance, donc c'est vraiment un choix, c'est l'un ou l'autre, on ne peut pas cumuler les deux évidemment. Alors, si vous optez pour la fameuse ARS, donc l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, la fameuse option en capital, dite en capital, à quoi ça correspond? En fait, tout simplement, on va prendre 45 des allocations, des droits aux allocations qui vous restent au moment de la création d'entreprise, qu'on va vous verser en 2 temps. Le premier versement, en fait, aura lieu lorsque vous aurez créé votre entreprise ou au terme du différé d'indemnisation, ce qu'on appelle les fameux délais de carence lorsque vous avez une indemnité de licenciement qui est très importante. Voilà. À partir de la création, à partir du moment où vous justifiez effectivement de la création effective de votre entreprise. La deuxième partie du capital vous sera versée 6 mois après votre création d'entreprise. D'accord? Et ce deuxième versement sera effectué à votre demande, donc il faudra nous faire un courrier pour nous attester que votre entreprise existe toujours. Une simple attestation sur l'honneur suffira. Là, si on part par contre sur la seconde option dont je vous parlais, sachez que vous pouvez continuer à percevoir votre allocation, l'allocation qui vous reste au moment où vous créez votre entreprise, et avoir la possibilité de cumuler avec vos revenus issus de votre création d'entreprise, sous condition. Ce n'est pas automatique, donc ça dépendra à la fois de la nature de votre entreprise, du régime fiscal qui vous est appliqué, et puis de votre rémunération, donc de le chiffre d'affaires que vous dégagez et la rémunération que vous versez. Il y a ce que je vous propose, si j'ai envie de dire, une formule type pour estimer globalement la possibilité de cumuler vos revenus avec votre allocation de chômage. Voilà comment c'est calculé. Donc, c'est le montant de votre mensuel de votre allocation auquel on va retirer 70 de vos revenus et ça va vous donner un certain nombre de jours indemnisés. D'accord? Ce que je vais vous inviter à faire, hein, vraiment pour avoir un calcul plus précis et selon votre situation, c'est vraiment de vous rapprocher de votre conseiller à Pôle emploi qui vous aidera vraiment à faire un calcul assez précis. Simplement à vous préciser, le total de ce que vous pourrez percevoir dans ce cas-là, donc votre allocation et vos revenus, ne pourra pas dépasser le montant de votre ancien salaire brut qui avait servi à ouvrir vos droits en tant que demandeur d'emploi au niveau de l'allocation de chômage. Alors, quels documents nous fournir lorsque vous avez créé votre entreprise? Il y a un certain nombre de pièces à nous fournir. La preuve de votre création d'entreprise, évidemment, hein. Alors, selon votre type d'entreprise, ce sera soit votre inscription au répertoire des métiers pour les professions libérales, soit votre extrait CABIS si vous êtes une société, soit le fameux document P0, donc c'est la déclaration faite au centre des formalités des entreprises pour les micro-entrepreneurs, qui va passer en guichet unique à partir de 2023 d'ailleurs. Deuxième élément à nous fournir, c'est l'accord de l'ACRE pour les micro-entreprises et le formulaire dédié à Pôle emploi, un formulaire spécifique. Donc selon ce que vous avez choisi en termes de rémunération, donc si vous avez choisi l'ARS pour l'option capitale, il y a un formulaire spécifique qui est la demande d'ARS. Ou bien, si vous choisissez le versement en continu de vos allocations, mais ce sera un courrier spécifique qui s'appelle Créar. Donc en tout cas, Pôle emploi pourra vous le remettre, il n'y a aucun souci. Donc voilà un petit peu au niveau des formalités. N'hésitez pas en tout cas pour avoir un complément d'information à vous appuyer sur notre site pôle emploi.fr. Vous pouvez également aller rencontrer votre conseiller donc du lundi au jeudi en agence directement sans rendez-vous de 9h à 13h ou jusqu'à midi le vendredi. Vous pouvez solliciter un rendez-vous pour en discuter de votre projet avec votre conseiller par mail. Hein, vous avez son adresse dans votre espace personnel. Téléphonez au 39 49 si vous avez une question relative à votre indemnisation et en tout cas, pour avoir accès à nos services, que ce soit des questions sur la formation, les prestations et les aides, n'hésitez pas à aller sur pôle emploi.fr ou l'Emploi Store. Je voulais juste ajouter une chose, là, parce que là, on a abordé vraiment le champ, je vais créer mon entreprise. Là, vraiment, une fois que vous avez créé votre entreprise, sachez que nous pouvons aussi vous proposer nos services en tant que
employeur, une fois que vous avez créé votre entreprise, puisque nous avons des équipes dédiées entreprises, donc n'hésitez pas à contacter nos équipes entreprises qui pourront vous aider à recruter vos futurs salariés à vous. En tout cas, je vous le souhaite, que ça fonctionne et que vous puissiez en arriver là. Voilà pour ma part. Je vais passer la main à mon collègue de l'URSSAF, Jean-Claude Labou. Merci. Donc l'URSSAF Île-de-France, les statuts juridiques, la formalité à effectuer, les statuts de l'auto-entrepreneur, le travailleur non salarié et nos services en ligne, ce que l'on va voir ensemble. Les missions de l'URSSAF, c'est accompagner tous les employeurs et entrepreneurs au bénéfice du développement économique et social, assurer le financement de la protection sociale au quotidien et garantir les droits sociaux entre l'équité de tous les acteurs. Les statuts juridiques et votre protection sociale. Au moment de votre création, vous allez devoir choisir ce qu'on appelle un statut juridique. Soit vous allez relever du régime des travailleurs non salariés, soit vous allez être ce qu'on appelle assimilé salarié. Toutes les entreprises individuelles, régime auto-entrepreneur, régime réel, les gérants de URL, gérants associés uniques, les gérants majoritaires de SARL ou co-gérants, relèvent du régime des travailleurs non salariés. Ceux qui seraient éventuellement gérants, présidents d'une SASU ou d'une SAS seraient assimilés salariés. Vos interlocuteurs, vous êtes artisan, commerçant, profession libérale non réglementée. Les cotisations sont gérées donc par l'URSSAF, la santé est gérée par la caisse primaire d'assurance maladie et la retraite par l'assurance retraite. Pour les professions libérales, toujours les cotisations gérées par l'URSSAF, la santé par la caisse maladie et la retraite est gérée par la CIPAV ou la CNAVPL ou la CNBF en fonction de votre activité. Les formalités à effectuer. Au moment de votre création, vous allez devoir gérer les formalités. L'interlocuteur unique, c'est le centre de formalité des entreprises. Alors, aujourd'hui, suivant votre secteur d'activité, si vous êtes commerçant, c'est la chambre du commerce. Si vous êtes artisan, c'est la chambre des métiers. Les professions libérales, c'est l'URSSAF. Et les agents commerciaux, c'est le greffe du tribunal. Donc, votre création, elle va dépendre de ce CFE. À partir du 1er janvier 2023, très prochainement, vous allez avoir ce qu'on appelle un guichet unique. Donc, vous n'aurez qu'un seul, géré par l'INPI, qui va gérer votre création. Mais aujourd'hui, ça se passe comme ça. L'interlocuteur unique, c'est le centre de formalité des entreprises. Donc, suivant votre création, vous allez devoir faire votre création auprès du CFE compétent. Il n'y a pas de frais d'immatriculation pour les auto-entrepreneurs, mais par contre, par la suite, au niveau des cotisations, vous aurez, par rapport à vos cotisations, ce qu'on appelle des taxes de chambre de commerce ou de métier, calculées en fonction de votre pourcentage sur votre chiffre d'affaires. Mais au départ, il n'y a aucun frais. Donc, si vous allez sur un site, sur Internet, et que vous avez dès le départ des cotisations, enfin des frais d'inscription, c'est que vous n'êtes pas sur le bon site concernant l'auto-entrepreneur. Le site, c'est www.autoentrepreneur.ursaf.fr. D'accord? Et je répète qu'à compter du 1er janvier 2023, il y aurait ce qu'on appelle l'interlocuteur unique, ce qui sera le guichet unique géré par l'INPI qui va gérer toutes les immatriculations. Attention à certaines activités qui sont soumises à des obligations supplémentaires, telles que des qualifications professionnelles, d'avoir une assurance professionnelle obligatoire en fonction de l'exercice de votre activité. N'hésitez pas à vous renseigner sur la réglementation liée à votre activité sur service-public.fr. Le statut de l'auto-entrepreneur. Les conditions, c'est que en tant qu'activité de vente, vous ne pouvez pas dépasser un chiffre d'affaires de 176 200 par rapport à votre chiffre d'affaires. Et pour les prestations de services, 72 600 pour les BIC. Les BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et bénéfices non commerciaux, ce sont les BNC.
Vous avez également une franchise de TVA, donc pas de facturation et pas de récupération de TVA, jusqu'à 94 300 pour la vente et 36 500 pour la prestation de service. Attention, il n'y a aucune, dans le cas du statut d'auto-entrepreneur, il n'y a aucune déduction de charges ni d'amortissement du matériel. Les cotisations. Le calcul et le paiement s'effectuent chaque mois ou chaque trimestre pour l'ensemble des charges sociales personnelles en appliquant un pourcentage forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Le forfait social comprend toutes les cotisations relatives à la protection sociale obligatoire. Tous les détails sur www.autoentrepreneur.urssaf.fr. Une contribution à la formation professionnelle de 0,10 pour les commerçants et les professions libérales non réglementées, 0,30 pour les artisans et 0,20 pour les professions libérales réglementées. À noter que lors de vos déclarations, les paiements d'une taxe de frais de chambre de commerce ou de métier sera calculé en fonction de vos chiffres d'affaires. Ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui n'a rien à voir avec votre création, on est bien d'accord, je le répète, il n'y a pas de frais au moment de votre création. C'est juste une taxe en fonction de votre chiffre d'affaires. Les principes. L'option pour le versement libératoire sur le revenu. Le paiement de l'impôt sur le revenu, est lié à l'activité de l'auto-entrepreneur, s'effectue en même temps que les charges sociales, en appliquant un taux forfaitaire au chiffre d'affaires réalisé. Pour bénéficier du prélèvement libératoire, il faut que votre revenu fiscal de référence n'excède pas, donc l'année précédente, 25 710 par part de quotient familial sur la précédente déclaration de revenus. Et le paiement de la cotisation foncière des entreprises s'effectue à partir de la deuxième année d'activité. L'exonération de la CFE, de la contribution foncière des entreprises, peut être dispensée si vous avez un revenu inférieur à 5 000 €. L'ACRE. L'ACRE, c'est l'aide à la création ou à la reprise d'entreprise. Le principe, c'est l'exonération partielle des charges sociales pendant les 12 premiers mois d'activité. Comment faire ma demande? Un formulaire devra être complété lors de la création d'activité sur le site autoentrepreneur.urssaf.fr. Attention, il y a des conditions. Vous devez répondre à l'une des situations suivantes. Soit demandeur d'emploi indemnisé ou indemnisable par un régime d'assurance chômage, bénéficiaire du RSA, jeune de 18 à 25 ans révolu. Enfin, il y a toute la liste est sur le site de l'auto-entrepreneur. Vous ne devez pas non plus avoir bénéficié de cette aide depuis 3 ans. Cette période de 3 ans se situe entre la fin de cette exonération et la date de création de l'entreprise, par exemple en 2022. Et vous ne devez pas être en situation de reprise d'une activité identique suite à une radiation par rapport à votre ancienne activité, plus une année civile complète. Donc, si vous reprenez la même activité, vous ne pourrez pas forcément avoir le bénéfice de l'ACRE. Le bénéfice, l'ACRE et la création d'entreprise, le bénéfice, un taux minoré jusqu'à la fin du 3e trimestre civil, suivant la date de début d'activité. Donc, pour un auto-entrepreneur, si vous bénéficiez de l'ACRE, vous allez avoir un taux minoré pendant 3 trimestres civils qui suivent aux dates de création d'activité. Exemple, pour une personne qui fait de la vente, il va avoir 6,4% sur son chiffre d'affaires. Pour les prestations de services, 11%. Pour les professions libérales relevant de la CIPAV, 12,10%. C'est ce qu'on appelle le taux minoré bénéficiant de l'ACRE. Si vous avez opté pour le prélèvement libératoire, vous allez avoir votre chiffre d'affaires, vos cotisations calculées sur votre chiffre d'affaires, impactées d'un pourcentage supplémentaire équivalent au versement libératoire. Donc là, le tableau que nous avons sous les yeux, c'est les cotisations sans bénéfice de l'ACRE, donc on va dire entre guillemets taux plein. Donc dont 12,8 pour la vente, plus le prélèvement libératoire, équivalent à l'impôt sur le revenu, ce qui fait un total de 13,8. Pour les prestations de services BIC, BNC, 23,7, 24,2.
Et pour les professions libérales, on a 22,2 plus 2,2, ce qui représente 24,40. L'auto-entrepreneur et les modalités de déclaration et de paiement. Les déclarations et les paiements doivent être effectués en ligne, mensuellement ou sur option trimestriellement, quel que soit le montant du chiffre d'affaires. Donc même si vous n'avez aucun chiffre d'affaires sur une période, sur un mois ou sur un trimestre, vous devez déclarer votre déclaration à zéro. La première déclaration est attendue après 90 jours, plus le mois de la création. Exemple, si vous créez là, en octobre, vos déclarations des 4 premiers mois, vous allez les faire en février. Et puis après, chaque mois, chaque mois, chaque mois. D'accord? Pôle emploi vous transmet des déclarations sur l'honneur pour ces premiers mois parce que, effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, pour bénéficier certainement de droits auprès de Pôle emploi, il faut pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires. Et comme nous, au niveau de l'URSSAF, vous ne l'aurez pas encore déclaré, vous n'aurez pas de justificatif. Le paiement des charges sociales et éventuellement de l'impôt sur le revenu s'effectue gratuitement avec un calcul automatique des charges sur le site de www.autoentrepreneur.ursaf.fr ou sur l'appli mobile Auto-entrepreneur URSSAF téléchargeable sur l'application Store ou le Play Store. Le travailleur non salarié bénéficiaire de l'ACRE. L'ACRE. Le régime réel et l'assimilé salarié, c'est une exonération totale. Donc là, on ne parle plus de l'auto-entrepreneur, on parle de la personne qui crée une entreprise individuelle sous le régime réel. Il bénéficierait avec l'ACRE d'une exonération totale ou partielle pendant 12 mois. Ces 12 mois, ils sont de date à date suite à la création de l'entreprise. Le montant d'exonération dépend du revenu annuel. Il ne faut pas que votre revenu soit supérieur à un certain montant, sinon vous avez une exonération soit partielle, soit pas du tout d'exonération. Vous n'avez pas, contrairement à l'auto-entrepreneur, de formulaire à déposer. L'attribution de l'ACRE se fait automatiquement. Il peut y avoir des refus d'exonération pour les personnes suivantes qui ont déjà bénéficié de l'ACRE dans les 3 ans qui suivent le début de cette nouvelle activité. Et qui n'est pas en situation de reprise d'une activité identique suite à une radiation, année en cours plus l'année civile complète. L'ACRE est le régime réel et assimilé salarié. Donc le régime réel, c'est ce qu'on appelle les travailleurs non salariés, entreprises individuelles, URL, gérants majoritaires de SARL. Et assimilés salariés, ce sont ceux qui sont salariés de leur entreprise, par exemple présidents de société, ou sont gérants minoritaires ou égalitaires, donc avec une rémunération. Dans le cadre du TNS, du travailleur non salarié, l'exonération, elle concerne les cotisations personnelles d'assurance maladie, d'invalidité décès, de retraite de base et d'allocation familiale. Pour celui qui relève de l'assimilé salarié, l'exonération concerne les cotisations salariales et patronales de sécurité sociale correspondant à l'assurance maladie, maternité, retraite de base, invalidité décès ou prestations familiales. Il n'y a pas d'exonération concernant les cotisations de retraite complémentaire, de CSG et la contribution à la formation professionnelle. Donc dans les 2 cas, que ce soit travailleur non salarié ou assimilé salarié, il y a une partie des cotisations qui resteront dues. Les cotisations du travailleur non salarié par rapport à celui qui est salarié. Si on prend un exemple d'un revenu net, celui qui relève du régime des travailleurs non salariés, sur un revenu net, 30 000 € par exemple, ou celui qui est assimilé salarié, qui va prendre 30 000 € de salaire, en tant que travailleur indépendant, les cotisations sociales représentent à peu près 46%, donc soit 14 000 € de cotisations. Pour celui qui relève du régime général, qui est assimilé salarié, les cotisations, c'est 62% du salaire brut ou 90% du salaire net, ce qui représente environ 24 000 €. C'est-à-dire qu'à revenu identique, par rapport au choix du statut que vous allez faire au départ, suivant si vous êtes travailleur non salarié, enfin relevant du régime des travailleurs non salariés ou relevant du régime des salariés,
Votre cotisation pour l'entreprise, le coût total, c'est votre revenu plus les cotisations, ça peut être différent. Dans l'exemple qu'on vient de prendre, pour un travailleur indépendant relevant du régime des travailleurs non salariés, ça représentera environ 44 000 €, alors que pour celui qui relève du régime général assimilé salarié, pour le même revenu à la base, on va avoir entre le revenu et les charges sociales de l'entreprise environ 54 000 €. Vous avez un simulateur sur www.monentreprise.fr/simulateur. Donc n'hésitez pas à faire le calcul, vous rentrez le chiffre et ça vous donne, le montant des cotisations et de l'entreprise. Les cotisations pour les travailleurs non salariés en début d'activité, donc avec l'ACRE. Les cotisations, il y aura celles qui ne sont donc pas exonérées, la retraite complémentaire, la CSG, CRDS et la formation professionnelle. Donc la retraite complémentaire, représente 547 €, la CSG 758 et la formation professionnelle environ une centaine d'euros. D'accord? Le taux des cotisations pour les indépendants, que ce soit artisans, commerçants, professions libérales non réglementées, c'est environ 47 %. Et ça regroupe l'intégralité de votre protection sociale. Retraite, maladie, allocation familiale. La modulation des cotisations pour le travailleur non salarié. Vous pouvez à tout moment demander la modification de vos cotisations prévisionnelles sur un revenu estimé à la baisse ou à la hausse par rapport à la base de calcul en fonction du revenu de l'année N-1. Vous pouvez effectuer votre demande sur votre compte en ligne directement sur ursaf.fr. Les cotisations minimales. Si vos revenus sont déficitaires ou inférieurs à un certain seuil, vous devez quand même cotiser sur une base annuelle minimum, même si vous êtes salarié ou retraité. Donc là, on est bien d'accord, ça ne concerne pas les auto-entrepreneurs. Les auto-entrepreneurs, c'est vraiment sur leur chiffre d'affaires. Celui qui relève du régime des travailleurs non salariés, même si son revenu est déficitaire, il aura des cotisations minimum calculées sur des bases forfaitaires. Environ, d'accord, pour l'ensemble des cotisations sur 2022, ça représente à peu près pour l'année entière environ 1 100 €. Que vous soyez salarié par ailleurs ou que vous soyez même déjà retraité. Attention, la cotisation minimum au niveau retraite ne permet de valider que 3 trimestres de retraite. D'accord? Donc il faut avoir un revenu professionnel annuel de 600 fois le SMIC horaire pour avoir les 4 trimestres de validés. Ça a son importance parce que quand vous arriverez au moment de la retraite, ce qu'on va vous demander, eh bien, c'est, un certain nombre de trimestres cotisés et validés et si à chaque fois il en manque, bah, ça peut augmenter le point de départ de votre retraite. Le paiement et les déclarations des travailleurs non salariés. Le délai de 90 jours à compter de la date de début d'activité pour payer les premières cotisations, mensuellement par prélèvement automatique le 5 ou sur option le 20 de chaque mois, sur option trimestriellement aux échéances 5 février, 5 mai, 5 août et 5 novembre. Possibilité de payer par prélèvement, par télépaiement ou par carte bancaire. Les paiements en ligne pour les travailleurs indépendants, artisans, commerçants, professions libérales sur ursaf.fr. Vous créez votre espace paiement et après vous avez, ça suit. Vous avez sur notre chaîne YouTube tout un exemple avec les infos. Et à partir de la déclaration des revenus, la régularisation du montant des cotisations se fait en fonction des revenus réels. Donc il peut y avoir une régularisation en plus, en moins, suivant votre déclaration de revenus. Nos services. Monentreprise.fr, c'est l'assistant officiel de l'entrepreneur. Il accompagne dans la création d'entreprise pour voir le choix du statut grâce à un petit questionnaire. Il y a plusieurs simulateurs disponibles, estimer le montant de vos cotisations, de l'impôt sur le revenu. Donc, n'hésitez pas à aller sur Mon Entreprise de telle manière à faire un petit calcul pour voir quel est le statut qui vous convient ou qui vous conviendrait le mieux. L'accompagnement.
L'accompagnement personnalisé des créateurs d'entreprises au niveau de l'URSSAF, la création d'accueils communs pour les travailleurs indépendants et l'accompagnement des entreprises en difficulté. Les services en ligne. Les services en ligne, auto-entrepreneurs, donc tout se fait sur le site de l'auto-entrepreneur.ursaf.fr, que ce soit la création, comme je l'ai dit au départ. Vous avez votre compte, vous allez créer votre compte et à partir de ce compte-là, vous allez accéder à tous les services en ligne sécurisés et gratuits, que ce soit l'historique de vos déclarations, la situation de votre compte, l'indication des dates de déclaration et de paiement, les échanges avec votre URSSAF, obtenir une attestation d'immatriculation fiscale, de vigilance, demander un délai de paiement si nécessaire et accéder à votre boîte aux lettres personnalisée. Donc, c'est relativement simple, ça marche bien et tout se passe via votre compte en ligne. Les services en ligne sur l'auto-entrepreneur, vous l'avez aussi sur l'application mobile auto-entrepreneur.ursaf. Donc pareil, vous pouvez déclarer et payer vos cotisations, télécharger au format PDF un justificatif de déclaration de paiement par exemple, une attestation fiscale ou une attestation de vigilance, accéder aux détails des paiements déjà effectués ou sur l'échéance en cours et gérer vos moyens de paiement en toute simplicité. Donc vous avez simplement, par exemple, à enregistrer vos coordonnées bancaires pour que le paiement se fasse automatiquement. Et accéder à une messagerie dédiée pour contacter votre URSSAF. Les services en ligne des travailleurs indépendants. Depuis votre compte en ligne ursaf.fr, vous pourrez avoir l'historique de vos versements des cotisations sociales, le suivi en temps réel des échéances, le téléchargement des attestations, l'attestation de vigilance par exemple, le télépaiement des cotisations trimestrielles, le prélèvement automatique, les déclarations d'une estimation de revenus, la demande d'un délai de paiement des cotisations si nécessaire, et l'opération gérable en ligne par l'expert comptable. C'est des opérations qui peuvent être faites directement par votre comptable ou votre expert comptable. Au niveau de l'URSSAF, nous vous accueillons sur rendez-vous, soit par téléphone, soit par visioconférence ou en présentiel. Les rendez-vous téléphoniques peuvent commencer à partir de 7h30 le matin. Sinon, sur rendez-vous, on peut vous recevoir dans l'un de nos 9 centres d'accueil en Île-de-France et vous pouvez aller où vous voulez en Île-de-France. D'accord? Je prends un exemple, c'est pas parce que vous êtes dans le 77 que vous devez forcément aller à Champs-sur-Marne ou à Dame-Marie-les-Lys. Si vous voulez aller, je prends cet exemple, aller à Cergy, il n'y a aucun souci, vous pouvez aller dans n'importe quel centre d'accueil de l'Île-de-France. Sur rendez-vous, bien sûr. Et vous prenez rendez-vous sur contact.ursaf.fr. Nous allons maintenant avoir un temps d'échange concernant les questions et réponses. Et nous allons prendre un moment pour répondre à toutes ces questions avec Dominique et Annie qui vont nous lire vos questions. Compte tenu de la quantité de questions reçues, nous ne pourrons malheureusement pas répondre à toutes, mais allons tenter de répondre au plus grand nombre. Si votre question n'est pas traitée, nous vous encourageons à nous la transmettre via ursaf.fr ou contacter votre conseiller Pôle emploi. Alors, bonjour. Pour l'instant, il n'y a pas de cotisation, de questions pardon, pour l'URSSAF. Je vous invite à poser vos questions, c'est le moment, hein, si vous avez des questions concernant ce que mon collègue Jean-Claude vient d'expliquer, les cotisations, les différents statuts, c'est le moment de poser vos questions pour qu'il puisse y répondre en direct. Par contre, Jean-Claude, il y a eu une question sur les différents CFE. Est-ce que tu peux rappeler, par exemple, suivant la profession exercée, vers quel CFE on doit se diriger pour faire sa création, s'il te plaît? Oui. Le CFE, le Centre de formation des entreprises, correspond à votre activité. Si votre activité est une activité commerciale, c'est la Chambre du commerce. Si c'est une activité
artisanale, c'est la Chambre des métiers. Si c'est une activité libérale, ça va être l'URSSAF. Si vous êtes auto-entrepreneur, enfin, quand je dis vous êtes auto-entrepreneur, votre statut d'auto-entrepreneur, vous le faites, la création se fait directement sur le site de l'auto-entrepreneur. Donc, normalement, ça suit automatiquement. Ce que je dis là par rapport au CFE, au Centre de formation d'entreprise, c'est avec la législation actuelle, c'est-à-dire que normalement, jusqu'au 31 décembre. Au 1er janvier, ça sera ce qu'on appelle le guichet unique. Donc, on n'aura plus ces différents CFE, ce sera géré par le guichet unique de l'INPI qui fera votre création. Donc, artisan, chambre des métiers, commerçant, chambre du commerce, profession libérale, URSSAF. Alors, par contre, on a une question, Jean-Claude, pour le statut d'artiste-auteur. Il y a quelqu'un qui demande vers quel CFE elle doit se tourner pour faire cette création. Le CFE compétent pour l'artiste-auteur, c'est l'URSSAF. Et les personnes relevant des artistes-auteurs seront affiliées auprès de l'URSSAF Limousin. C'est eux qui gèrent les artistes-auteurs. Mais la création en soi-même se fait le plus simplement possible en rendez-vous auprès de l'URSSAF dans n'importe quel bureau d'accueil d'Île-de-France, même si c'est géré même si par la suite ce sera géré par le Limousin. Donc, concernant Pôle emploi ou URSSAF également, en fait, on a Fabrice en fait qui demande si un demandeur d'emploi peut bénéficier de l'ARS en fait pour une micro-entreprise. Alors, je ne sais pas qui de Pôle emploi ou de l'URSSAF peut répondre à cette question. Moi, je vais répondre au niveau de l'URSSAF. Le fait qu'il soit sous le régime de la micro-entreprise, à partir du moment où les conditions où il bénéficie de l'ACRE, il peut avoir un taux minoré. Après, au niveau des prestations, c'est au niveau de Pôle emploi. Logiquement, effectivement, pour pouvoir bénéficier de l'ARS, donc de l'aide à la reprise et à la création d'entreprise, donc de continuer à percevoir ces indemnités, ça veut dire qu'il faut avoir effectivement eu au préalable l'aval pour bénéficier de l'ACRE, donc l'autorisation effectivement de pouvoir bénéficier de l'exonération des charges sociales. Ça, c'est préalable pour pouvoir bénéficier de l'ARS, en tout cas du versement capital. Alors, il y a une question pour toi, Jean-Claude. Une personne qui a fait une demande d'ACRE sur le site URSSAF, donc il y a très peu de temps, qui demande quel est le délai pour recevoir sa réponse. En fin de compte, il y a un délai de traitement. Normalement, la demande se fait au moment de la création, voire un petit laps de temps après la création. Quoi qu'il en soit, même si, dans un premier temps, dans l'extrême, je ne sais pas si c'est une personne qui est auto-entrepreneur ou pas, mais peu importe, si les cotisations sont appelées, réclamées sur un taux, on va dire, normal, et que l'ACRE soit appliqué par la suite, ça sera recalculé. Mais il faut quand même compter il faut compter au moins, je dirais facilement 3 semaines, minimum. On a une question qui est assez généraliste en fait, qui nous demande si on peut transmettre en fait les supports et les slides. Donc peut-être que tout le monde n'était pas présent en fait au démarrage du webinaire. Donc vous avez accès au replay en fait du webinaire avec le lien avec lequel vous êtes connecté ce matin pendant 90 jours. Hein. Sinon vous avez accès également en fait sur la chaîne YouTube de l'URSSAF en fait à l'intégralité en fait de ce webinaire. Donc, il n'y aura pas d'envoi de support ou de slide, mais par contre, vous avez l'accès en fait pendant 90 jours et pendant tout le temps sur le site de l'URSSAF. On a pour Pôle emploi une personne qui précise qu'elle ne bénéficie pas de l'ARE, hein, donc de l'allocation au retour emploi, et qu'elle demande s'il existe une autre aide financière au démarrage de l'entreprise. J'avais évoqué, mais vraiment globalement, la possibilité d'être financière. C'est vrai que lorsque nous étions sur la partie ARS et ACRE, forcément, voilà, il y a l'indemnisation qui rentre en ligne de compte.
Pour le coup, non, effectivement, vous avez d'autres possibilités, même si vous n'êtes pas indemnisé par Pôle emploi, de solliciter des aides financières. Alors, elles peuvent être de divers ordres, hein. Vous avez par exemple la possibilité d'obtenir des prêts d'honneur, souvent des prêts à taux zéro, hein, donc zéro, comment dire, je cherche mon mot. On ne vous applique pas d'intérêt, en fait, sur le terme. Je cherchais, merci, merci d'avoir trouvé les termes. 0 € en termes de taux d'intérêt, mais qui interviennent en complément d'un prêt bancaire. Donc ça, c'est possible. Et ça peut aller jusqu'à 50 000 €. Donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez aussi un dossier solide, hein, donc il faudra avoir travaillé votre business plan, bien travaillé votre business plan au préalable, puisqu'il faudra solliciter un prêt auprès du banquier et en complément, vous pourrez solliciter en fait un prêt d'honneur. Donc du coup, votre indemnisation allocation chômage ne rentre pas en ligne de compte. D'accord ? Donc pour pouvoir en bénéficier, vous avez deux possibilités. Vous pouvez aller, aller sur le site du réseau Initiative France ou encore du réseau Entreprendre. Hein, donc, il y a un site internet, hein, il y a des sites internet sur lesquels vous pouvez avoir davantage d'informations. Autre possibilité, si par exemple vous créez une entreprise dans un secteur dit innovant, vous pouvez bénéficier d'aides publiques. Ça peut être par exemple des bourses, la bourse French Tech, hein, qui est gérée par BPI France. Donc c'est le site dont je vous parlais tout à l'heure lorsque je vous ai présenté nos partenaires. Donc BPI France, n'hésitez pas à aller sur le site. Ou alors vous avez aussi Innov Up, qui est une aide en fait qui est gérée par la région Île-de-France. Voilà, vraiment pour tout ce qui est technologie. Vous pouvez également, sous certaines conditions, bénéficier d'une prime d'activité, hein, lorsque vous créez votre entreprise, et là, c'est plutôt avec la CAF, hein, il faut se rapprocher de la CAF pour ça. Donc il y a vraiment des conditions. Effectivement, une des conditions, c'est que pour le premier chiffre d'affaires, vous soyez en dessous de la limite autorisée pour bénéficier, en fait, la limite qui est autorisée pour les auto-entrepreneurs. Donc il faut avoir plus de 18 ans, il faut avoir également la nationalité française ou de l'Union européenne. Donc n'hésitez pas à regarder sur le site de la CAF, hein, pour avoir vraiment le détail de ce type d'aide. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une allocation retour à l'emploi pour pouvoir bénéficier d'aides financières. J'espère que ça a pu vous aider quand même. En tout cas, ça vous donne 2-3 pistes à explorer si vous n'êtes pas indemnisé. Alors, il y a également une question pour l'URSSAF. Donc, il y a une personne qui est retraitée. Elle demande si elle devient auto-entrepreneur, est-ce qu'elle doit payer obligatoirement toutes les cotisations, maladie, retraite, etc. Bah oui. Bah oui, le fait de reprendre une activité, les cotisations seront calculées en fonction du chiffre d'affaires. Donc il y aura effectivement les cotisations qui seront dues. Par contre, au niveau de la retraite, ce sera non, ces cotisations ne seront non productrices de droits. C'est-à-dire que la retraite ne sera pas recalculée, elle a été ce qu'on appelle liquidée. C'est définitif et les cotisations, en l'occurrence pour la retraite, sont versées entre guillemets à fond perdu. Mais oui, les cotisations sont obligatoires en fonction du chiffre d'affaires. Une question concernant l'actualisation, en fait. Donc, une personne nous dit « Mon activité a commencé courant octobre. Comment dois-je m'actualiser sur Pôle emploi pour les ARE et le chiffre d'affaires à zéro, nombre d'heures, etc. » Alors, il faut bien continuer à vous actualiser pour le coup, hein, donc octobre. Donc ça veut dire que début novembre, vous allez pouvoir vous actualiser sur la période d'octobre en déclarant votre chiffre d'affaires, hein, vos revenus, hein, pour continuer à pourvoir si, alors tout dépend si vous avez opté pour l'ARS ou pas. En tout cas, si vous continuez à percevoir vos allocations, il va falloir déclarer votre chiffre d'affaires, hein, donc vous avez des formulaires dédiés pour ça. Donc il faudra en faire part et télécharger votre justificatif de déclaration de chiffre d'affaires sur votre espace personnel et déclarer vos nombres d'heures que vous avez travaillé, en tout cas le chiffre d'affaires que vous avez pu réaliser. Et ça permettra effectivement à votre conseiller de savoir si vous verse le complément de votre allocation ou pas, ou est-ce qu'on déduit vos revenus ou pas.
Mais en tout cas, continuez à vous actualiser, hein, sauf si vous aviez effectivement prévu de percevoir donc l'ARS, donc l'inversement du capital en 2 fois. La première fois, je vous invite à vous actualiser le temps qu'effectivement on ait bien enregistré le fait que vous ayez eu l'option version en capital. Et ensuite, les mois suivants, normalement, vous changez de catégorie, vous basculez en ce qu'on appelle une catégorie 5 créateur d'entreprise. Pour le coup, vous n'aurez plus à vous actualiser une fois que votre premier versement aura été réalisé. Et au bout du 6e mois, en fait, vous pourrez, si votre activité est encore en cours, faire une demande écrite pour percevoir la 2e partie de votre capital, comme je vous l'ai expliqué en amont. Alors, encore une question sur les cotisations. Il y a une personne qui demande, en cas de création d'entreprise, est-ce qu'il y a des cotisations à verser obligatoirement s'il n'y a aucun salaire? Donc tout dépend du statut que cette personne aura. Si cette personne a un statut, ce que je disais tout à l'heure, assimilé salarié, par exemple qu'elle soit en SASU, présidente de société, si elle ne prend pas de salaire, elle n'a pas de cotisation. Néanmoins, si cette personne a un statut de travailleur non salarié, entreprise individuelle, URL, gérant majoritaire de SARL, les cotisations sont calculées sur la première année sur une base forfaitaire et effectivement, oui, donc il y aura des cotisations. Donc si c'est une question de salaire, je pense que cette personne a pour objectif d'avoir un statut assimilé salarié. Sinon, si c'est quelqu'un qui relève du régime des travailleurs non salariés, on ne parle pas de salaire, on parle de revenus ou de rémunération de gérant. Une autre question pour nos collègues de l'URSSAF, en fait. Bonjour, je n'arrive pas à saisir le fait que l'on peut être salarié tout en étant une société. Je pense ouvrir une entreprise sur le statut SASU, en fait, et je vois que je peux être salarié de ma société. Quel est le bénéfice ou l'intérêt de ne pas être salarié? Alors, être en SASU, c'est-à-dire que la personne va être présidente de la société, puisqu'elle est unie, elle est toute seule. Elle va soit s'attribuer un salaire, soit ne pas s'en attribuer. Si elle n'attribue pas de salaire, ce que je viens de dire, pas de cotisation. Si elle s'attribue un salaire, des cotisations en tant qu'employeur de la société. Sincèrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de ne pas s'attribuer de salaire. D'abord parce qu'au niveau des droits, ne serait-ce qu'au niveau retraite ou tout ça, c'est des cotisations en moins et des droits en moins. Donc le but, dans toute création d'entreprise, c'est que effectivement, on crée une société, on crée un statut de telle manière à dégager des revenus qui permettent de vivre et non pas avoir une société avec aucun salaire. On le voit parfois au départ où les entreprises, pour limiter, excusez-moi l'expression, limiter les frais, se disent pendant 3 mois, 6 mois, je ne vais pas prendre de salaire et après, le temps de démarrer ma société. Là, oui. Donc, c'est à partir du moment où la personne prendra un salaire, si elle est en SASU, elle aura des cotisations en tant qu'équivalent d'employeur. Une autre question concernant le statut auto-entrepreneur. Il y a une personne qui demande comment elle doit faire si elle a plusieurs activités différentes. Est-ce qu'elle doit faire une création à chaque fois ou comment elle fait pour faire ces démarches, soit de modification, soit d'ajout de plusieurs activités? Non, elle ne fait pas plusieurs démarches, elle fait une seule création. Le statut de l'auto-entrepreneur, vous avez une activité, voire éventuellement des activités au moment de votre création. Celle qui sera prise en considération, celle qui va on va considérer qui sera votre activité principale, c'est la première activité que vous allez nommer. D'accord? Vous pourriez très bien avoir une activité principale, virgule, et puis des sous-activités, si je peux me permettre de dire ça, mais elles seront complètement transparentes. En tant qu'auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas avoir 2 statuts d'auto-entrepreneur en même temps, ou vous ne pouvez pas non plus être en société, gérant de société, par exemple, gérant majoritaire d'une SARL, et créer une auto-entreprise en plus, c'est pas possible.
en tant que travailleur non salarié, relevant du régime des travailleurs non salariés, vous n'êtes affilié qu'une seule fois en tant que travailleur indépendant. Nous avons également deux personnes qui nous posent la question un petit peu similaire, en fait. Quel statut pour la livraison de plats à domicile? Quel statut? Je dirais, ça peut être fait sous le régime de l'auto-entrepreneur, ça peut être fait sous le statut d'auto-entrepreneur, ça peut être la création d'une, j'exagère, d'une URL, d'une SRL. Le statut, aujourd'hui, si on se base par exemple à tout ce qui est livraison, sans faire de pub, que ce soit Deliveroo, Uber Eats et tout ça, bien souvent les personnes sont sous le statut de l'auto-entrepreneur. Je répète bien, sur le statut de l'auto-entrepreneur, attention, on ne déduit aucune charge. Aucune charge de l'entreprise n'est possible de déduction. Mais après, cette personne peut, de par son activité, avoir un statut complètement différent. Alors, il y a également une question de quelqu'un qui a une reconnaissance MDPH, donc travailleur handicapé. Elle demande s'il y a des dispositions particulières qui existent dans son cas au niveau des déclarations et des cotisations. Je vais vous dire comme ça, je n'ai pas vraiment la réponse. Je vais vous dire non sur le principe. Après, si la personne perçoit une pension d'invalidité, suivant si elle a une pension d'invalidité, elle peut être dispensée d'une certaine cotisation. Mais à la base, au moment de la création, ça va être, je vais vous dire non. Mais j'ai pas. Là, par contre, c'est plus une question qu'il faudrait poser directement sur ursaf.fr. Je vous donne la réponse en général, mais il faudrait vraiment la détailler, celle-ci. Ok, on a une question, alors qui n'est pas forcément ni Pôle emploi ni URSAF, hein, je ne suis pas sûre, qui nous demande quel est le temps en moyenne entre la demande de SIRET et l'obtention du numéro SIRET. L'obtention du numéro de SIRET, en fin de compte, quand la personne fait sa création d'entreprise, le fameux CFE, Centre de formation d'entreprise, c'est transmis directement à l'INSEE, et c'est l'INSEE qui va délivrer le numéro de SIREN et de SIRET. En règle générale, c'est quand même assez rapide. C'est en temps normal, c'est une quinzaine de jours, c'est un des premiers documents que vous recevez. Si plusieurs mois s'écoulent sans avoir de nouvelles de l'INSEE, c'est qu'il y a eu un petit problème quelque part. Donc c'est quand même assez rapide. Je dirais entre 15 jours et 3 semaines, parfois même un peu plus rapide, mais en gros, c'est à peu près ça. Et dans la suite logique, en fait, là, on demande si on peut commencer à travailler en attendant de recevoir le numéro SIRET. Dans la suite logique, je vais vous dire oui, puisqu'il y a une création qui a été faite. Par contre, au niveau de la facturation, normalement, sur votre facture, sur la facturation, vous devez indiquer votre numéro de SIRET. Donc, vous pouvez commencer à avoir une activité, commencer à exercer. Néanmoins, au niveau de la facturation, pour faire la facturation, il faudra attendre d'avoir ce numéro de SIRET. Mais le fait d'avoir fait votre déclaration, au moment de votre déclaration, vous allez indiquer votre point de départ de votre activité. Si par exemple vous commencez aujourd'hui, si ce soir vous avez une prestation à faire ou demain, ce n'est pas problématique. Par contre, au niveau de la facturation, vous pouvez attendre pour la faire, d'avoir votre numéro de SIRET. Alors, on a une autre question qui concerne toujours l'URSSAF. Donc, un auto-entrepreneur qui fait de la création et qui donc vend les produits créés. Elle demande à la personne si toutes les démarches se font sur le site auto-entrepreneur. Est-ce qu'elle peut faire toutes ces démarches en ligne ou est-ce qu'elle doit s'adresser à quelqu'un d'autre? Non, elle fait sa démarche sur le site de l'auto-entrepreneur en ligne. Le fait de créer et de vendre,
après, tout dépend de l'activité. Une personne qui va faire effectivement de la création je sais pas, je n'ai pas d'idée en tête comme ça, mais peut-être relève de l'artisanat de par son activité, et effectivement, ces produits va les vendre derrière, mais la création sera faite directement en ligne. On a une demande concernant aussi la précision par rapport toujours au statut, en fait. Hein. Tout à l'heure, la question était quel statut pour faire de la livraison de repas à domicile, en fait. Mais là, la personne précise qu'elle va aussi élaborer, en fait, ces repas. Est-ce que ça va changer son statut, ou est-ce que ça va changer le fait qu'elle fasse à la fois de la livraison, mais aussi de l'élaboration? Non, ça ne va pas changer son statut. Ce que j'invite à faire au niveau de cette personne, c'est de faire une simulation, parce que si effectivement elle élabore ses repas, donc elle va préparer ses plats, ensuite livrer ses plats. Je ne sais pas si, par exemple, c'est un exemple, hein, le statut de l'auto-entrepreneur pour cette personne serait le plus opportun, dans le sens où dans le statut de l'auto-entrepreneur, on déduit aucune charge. Donc, dans l'exemple de préparer ces plats, bah, l'achat de la matière première et tout ça, dans le statut de l'auto-entrepreneur, ce serait calculé sur le chiffre d'affaires. Dans le cas inverse, on prendrait en charge dans les cotisations, enfin dans le chiffre d'affaires, moins les charges de l'entreprise. Mais pour répondre à cette personne, son statut, ça, qu'elle fasse que de la livraison, qu'elle prépare ses repas et que ses repas préparés soient livrés, ça ne change rien. Si ce n'est que l'activité, il y en a une qui serait livraison de repas à domicile, et l'autre, ce serait, je ne sais pas, préparation, traiteur, je ne sais pas. Alors, on a autre question, quelqu'un qui veut être prothésiste ongulaire et qui veut également fabriquer et vendre des bougies. Elle demande si elle peut faire cette activité avec un seul statut d'auto-entrepreneur, le même compte et le même nom d'entreprise, et par quel CFE elle doit passer pour faire les démarches. Donc, je répète, donc il n'y a pas de possibilité d'avoir 2 statuts d'auto-entrepreneur en même temps. Donc, cette personne, elle va avoir son activité principale qui va être, alors je ne sais pas quelle sera l'activité principale, si c'est la pose des ongles, ou si c'est la création des bougies. C'est une tolérance d'avoir une deuxième activité, mais supposons que cette personne fasse de la création de bougies et par ailleurs fasse de la pose d'ongles, bah, sa création, elle sera faite au niveau de la chambre des métiers, mais son activité, dans mon exemple, hein, ça peut être à l'inverse, sera création de bougies, et l'activité de pose d'ongles sera complètement transparente. Et à l'inverse, si son activité principale, c'est la pose d'ongles, et que la création de bougies est en activité, on appelle ça secondaire, ce sera complètement transparent. C'est-à-dire que quand elle va recevoir son document de l'INSEE avec son numéro de SIRET, elle va avoir le code d'activité lié à son activité principale. On a une personne qui nous demande quelle est la différence de statut entre l'auto-entrepreneur et la micro-entreprise. Aucune. Ouais. Aucune. Le statut du micro, c'était ce qu'il y avait avant l'auto-entrepreneur. Aujourd'hui, un auto-entrepreneur, c'est le statut micro. Alors, autre question concernant l'auto-entreprise toujours. Quelqu'un qui est auto-entrepreneur en photographie et qui a 25 ans, qui demande s'il y a des aides pour les jeunes pour financer l'achat de matériel. Alors, pour les jeunes créateurs d'entreprise, vous pouvez avoir, alors après c'est sous condition évidemment, hein, je vous renverrai vers un partenaire qui gère ça. C'est-à-dire qu'en complément, par exemple, il y a possibilité d'obtenir une prime d'État qui peut aller jusqu'à 3 000 € si vous êtes effectivement auto-entrepreneur et que vous sollicitez en fait un microcrédit. Hein, donc c'est sous condition d'obtenir un microcrédit.
d'à minima 1 000 €. Pour les jeunes de 18 à 30 ans, il y a possibilité effectivement de bénéficier d'une prime d'État de 3 000 € en complément. Alors ce que je vais vous inviter à faire, parce que je n'ai pas tous les détails, c'est vraiment à vous rapprocher de l'organisme qui s'appelle l'ADIE, ADIE, et qui gère le microcrédit. Après, pour les jeunes qui sont suivis en mission locale, vous pouvez aussi tout à fait vous rapprocher de votre conseiller mission locale, pour voir un petit peu les aides spécifiques qui sont attribuées dans le cadre de ce dispositif-là. Vous avez également des concours, des concours qui sont dédiés à la création d'entreprises. Vous avez notamment un concours qui s'appelle le prix entreprise Jeune Pousse, Jeune plus loin POU2SE, qui est dédié à la création de petites et moyennes entreprises. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur les sites pour avoir le détail sur le comment postuler sur ce type de concours. Voilà, c'est un échantillon d'aides auxquelles vous pouvez vous référer, en tout cas sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour bénéficier d'une aide. Donc l'ADIE, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Encore une question? Oui, on a en cas d'échec de la micro-entreprise, est-il possible de toucher le chômage après l'arrêt de l'activité? Je pense que ça va être une question plutôt pour l'emploi. Ben, je suppose. On a bien supposé. Ça ressemble. Ça ressemble. Alors aussi, vous étiez bénéficiaire de l'allocation chômage. Donc, vous avez opté pour le versement en continu de vos allocations chômage. Effectivement, normalement, vous devez continuer à vous actualiser tous les mois, de façon à pouvoir bénéficier, si possible, à la fois de cumuler votre allocation chômage plus les revenus de votre activité. Ce qui veut dire que si vos droits étaient déjà ouverts, si vous stoppez votre activité alors qu'il vous restait des droits ouverts, oui, bien sûr, vous pouvez continuer à poursuivre la perception de votre allocation chômage, d'accord? Puisque vous êtes toujours inscrit, vous avez opté pour le versement en continu, on ne stoppe pas vos allocations, d'accord? Le versement en capital, si effectivement vous avez, là si on est dans la logique, il vous restait 45%, vous aviez 45% de vos allocations chômage, dont 50% de ces 40% vous étaient versés au moment de la création d'entreprise. Si votre activité cesse avant la fin des 6 mois, j'ai envie de dire, pour percevoir les deuxièmes 50% de vos allocations qui vous restaient, oui, effectivement, vous vous réinscrivez. Logiquement, vos allocations ne sont pas censées être perdues dans la nature, logiquement. Par contre, si c'est après que vous n'avez plus d'allocation, j'ai envie de dire, il faudra réouvrir des droits. Donc ça veut dire qu'il faudra retravailler et avoir une activité salariale pour réengendrer d'autres droits, en fait, derrière. Les revenus en fait de la micro-entreprise n'ouvrent effectivement pas droit en fait à allocation chômage en fait à l'issue de la clôture en fait. Voilà, donc il faut vraiment avoir une activité salariée pour ouvrir de nouveaux droits. Après, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment, après, tout dépend du moment effectivement où votre cessation d'activité intervient. D'accord? Quoi qu'il en soit, quand vous allez faire une nouvelle demande d'allocation, vous inscrivant à Pôle emploi, ou si vous étiez inscrit, vous rebasculez en catégorie dite 1 en recherche d'emploi, vous allez demander un recalcul de vos droits. Encore une fois, voilà, c'est globalement la réponse que je peux vous apporter. Après, toute situation est individuelle. Alors, il y a une question concernant l'URSSAF. Une personne qui demande, quand on est bénéficiaire de l'ACRE, donc elle a compris que les cotisations étaient divisées par 2, mais elle demande pour la retraite si les cotisations sont calculées comme si elle payait à 100% en fait. Est-ce que pour la retraite, on valide les trimestres comme si elle cotisait sans la réduction? Non, c'est une personne qui est sous le régime de l'auto-entrepreneur, sous le statut de l'auto-entrepreneur. La validation des trimestres est soumise à un certain chiffre d'affaires, suivant si c'est une activité de vente de prestations de services. Et il faut que
ce chiffre d'affaires soit atteint pour avoir les 4 trimestres. Si c'est une personne qui est en entreprise individuelle, par exemple, qui n'est pas auto-entrepreneur, elle va être exonérée de cotisation. Sa retraite, les trimestres vont être validés. Au moment de sa retraite, la retraite globale sera calculée sur l'ensemble de ses revenus d'activité. Donc, c'est calculé vraiment en fonction de ce qu'elle déclare au niveau de son statut d'auto-entrepreneur. C'est ça la question, Annie. Hein. C'est bien ça, oui, c'est bien ça. Ensuite, j'ai une autre question, toujours pour toi, Jean-Claude. Quelqu'un qui demande en SASU, si la personne n'a pas encore de revenus, comment elle fait pour déclarer un salaire? Bah, si la personne n'a pas de revenus, je dirais que dans un premier temps, c'est pas. Je vais être direct vis-à-vis de cette personne, c'est peut-être pas forcément judicieux de se déclarer un salaire, parce que si la personne n'a pas de revenus, si elle se déclare un salaire, ça veut dire qu'il va falloir qu'elle se paye son salaire, mais surtout qu'elle se paye les cotisations en tant qu'employeur afférents à ce salaire-là. Donc si la personne n'engendre pas de revenus dans un premier temps, si l'entreprise est créée mais n'a pas d'activité ou démarre lentement, c'est peut-être pas une priorité première, dans un premier temps, hein, de s'attribuer un salaire. À voir peut-être avec le comptable ou l'expert comptable. On a une personne qui nous dit qu'elle est actuellement en formation pour reconversion, qu'elle obtiendra son diplôme que dans 1 an et donc la création d'entreprise se fera dans 1 an. D'ici là, elle ne sera plus à Pôle emploi car elle sera en retraite. Est-ce qu'elle pourra tout de même bénéficier en fait de l'ACRE? De l'ACRE? Bah, ah oui, c'est ACRE, oui, ce qu'elle m'a mis. Donc de peut-être que c'est ARS qu'elle voulait mettre, peut-être. Je ne sais pas si c'est l'ACRE. L'ACRE, c'est les conditions que j'ai énumérées tout à l'heure. C'est être demandeur d'emploi, indemnisé, jeune de 18 à 25 ans, donc ça va être juste dépassé puisque cette personne sera arrivée à la retraite. Donc, j'aurais tendance à dire non. Au niveau de l'ACRE, je pense que malheureusement, les conditions ne seront pas remplies. Voilà, peut-être que si cette personne est encore là, en fait, peut-être qu'elle peut nous préciser s'il s'agissait bien de l'ACRE, en fait, au niveau de sa question. Bon, en tout cas, même si c'était l'ARS, pour le coup, l'ARS non, puisque faut bénéficier de l'ACRE avant, ou de toute façon, ça veut dire qu'il faut avoir des droits aux allocations chômage, donc ARE, ce qui sera plus le cas pour le coup, puisque la personne sera en retraite. Hein, donc, la personne sera indemnisée par Pôle emploi, en fait, jusqu'à la prononciation de sa retraite. Après, c'est vraiment la CNAF qui prend le relais. Et pour préciser pour cette personne, si elle est encore là, ce que j'invite à faire, c'est de regarder, de revoir le replay de ce webinaire avec ou d'aller directement sur le site pour avoir les conditions pour bénéficier de l'ACRE. Mais pour l'ACRE, c'est demandeur d'emploi indemnisé, jeunes de 18 à 25 ans, bénéficiaires du RSA. Donc, si cette personne, l'année prochaine, est retraitée, je ne pense pas qu'elle puisse bénéficier de l'ACRE. On a une question Pôle emploi, en fait, qui, la personne, lorsqu'elle a fait son actualisation, en appelant le 3949, on lui a dit, même si son chiffre d'affaires est à 0, en fait, de déclarer 1 heure de travail. Il précise qu'il a opté pour l'ARS mensuel et non pour l'ARS. Alors, c'est fort possible. Hein, c'est pour des questions techniques, hein, j'entendais là. C'est pas moi qui fais les déclarations, qui gère des déclarations faciles, mais en tout cas, il faut déclarer quelque chose. Donc, 0 ou 1 euro. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est pour voilà, vous faire confirmer par écrit peut-être cette information.
Mais en tout cas, 0 ou 1 euro, quoi qu'il en soit, ça ne va pas non plus impacter, sincèrement votre versement d'allocation, même si elle est mensuelle pendant votre création d'activité. Donc quoi qu'il en soit, l'important à retenir, c'est qu'il faut vraiment continuer son actualisation si vous avez opté pour le versement en continu. Alors, pardon. Pour l'URSSAF, on a plusieurs questions qui se rejoignent. On a des gens qui expliquent la profession qu'ils vont créer et qui demandent quel est le statut juridique le mieux adapté. Par exemple, si on a une boutique ou si on fait de la livraison ou tout ce qui est chambre d'hôte. Donc, peut-être rappeler que le statut juridique, qu'on peut avoir n'importe quel statut juridique pour n'importe quelle profession. Oui, on peut avoir n'importe quel statut juridique. Si je prends le premier terme de ta question, Annie, tu me parles d'une personne qui va avoir par exemple, une boutique. Oui, c'est une boutique de vente de vêtements. Oui, voilà, oui, c'est ça. Donc, qui dit boutique dit loyer, qui dit loyer dit électricité, eau, assurance et j'en oublie. Et je pense très sincèrement que cette personne-là, déjà, il faut qu'elle oublie le statut de l'auto-entrepreneur, puisque je le répète, elle ne pourra déduire aucune charge. Donc là, c'est plus le statut qui serait en concordance avec les charges de son entreprise, parce que les charges, elles vont quand même arriver très rapidement, et dans le cas présent d'une boutique, un loyer, l'assurance que je viens de dire, ça représente quand même beaucoup de charges. Donc elle a plus intérêt à avoir un statut entreprise individuelle, enfin peu importe le statut qu'elle choisisse, mais pas auto-entrepreneur, de telle manière à pouvoir déduire les charges afférentes à son activité. C'est sans doute la même réponse. Pardon ? C'est sans doute la même réponse que l'on pourrait faire en fait pour des gens qui veulent créer un food truck ou des chambres d'hôtes ou des gîtes. Pareil, tout est lié en fin de compte par rapport aux charges liées à l'entreprise. Un food truck, on va avoir l'acquisition du food truck, on va avoir l'achat de la matière première, on va avoir l'assurance, on va avoir le gasoil, on va avoir le stationnement. Tout de suite, ce sont des charges. Les chambres d'hôtes, c'est un petit peu différent parce que suivant comment c'est fait, parfois ça peut passer. Ce qu'il faut simplement se dire, c'est que dans le statut d'auto-entrepreneur, et je le répète, on ne déduit aucune charge. Ça veut dire que quelle que soit l'activité, qu'on prenne le food truck, qu'on prenne la boutique ou qu'on prenne une autre activité, si ces personnes-là se mettent sous le régime de l'auto-entrepreneur, prenons la boutique, on va calculer les cotisations en fonction du chiffre d'affaires, donc tout ce que la personne aura encaissé. Mais ce qu'elle aura encaissé, ce n'est pas forcément ce qu'elle aura gagné, parce qu'à côté de ça, elle aura dépensé pas mal d'argent concernant ses charges. C'est pas que les charges, c'est ses charges liées à son entreprise. Pour le food truck, pareil. Après, c'est un calcul de voir si dans une activité, quelle que soit l'activité, les charges sont importantes ou pas. Alors, il y a toujours des charges. Personnellement, je suis un spécialiste pour en trouver, mais il y a toujours des charges. Alors, elles peuvent être moins importantes dans certains secteurs d'activité. C'est un calcul à faire. Le statut de l'auto-entrepreneur, quand il a été mis en place, pour justement les gens qui avaient des activités occasionnelles, qui étaient déjà retraités, qui avaient une petite activité, qui n'avaient pas beaucoup de charges. Donc, c'était l'idée. D'accord ? Aujourd'hui, si vous avez des charges importantes, c'est peut-être pas forcément le statut auto-entrepreneur qui vous convient le mieux. Après, le statut de l'auto-entrepreneur, ça peut être un bon moyen aussi, dans certains cas, de tester une activité. Dire voilà, bon, je prends le statut d'auto-entrepreneur, j'ai pas de frais d'inscription, je vois comment ça marche, et si après, vous voyez que ça fonctionne bien, et ce que je vous souhaite, pourquoi pas changer de statut en cours de route, en passant du statut d'auto-entrepreneur à créer, par exemple, une URL ou une SARL, parce que vous apercevez que vos charges sont trop élevées par rapport à ce que vous avez en entrée d'argent. On a une question qui nous parle de régime fiscal en fait par rapport à une association et qui nous demande en fait si le régime fiscal d'une association a changé entre 2022 et 2023.
Là, je vais botter en touche parce que si c'est un régime fiscal, j'engage la personne à contacter directement le centre des impôts des entreprises. D'accord. Concernant le régime fiscal, hein, fiscal, c'est Oui, les impôts. fiscal. Mhm. Oui. Alors, Pour cette personne. une question pour Pôle emploi. On a quelqu'un qui touche donc des allocations chômage. Ces allocations vont cesser à l'arrivée des droits à la retraite. La personne a l'intention de créer une entreprise. Elle demande si elle doit créer son entreprise avant que ses droits aient cessé ou si la création de l'entreprise permettra de prolonger ses allocations ARE et est-ce qu'elle pourra prendre la retraite plus tard? Alors, la logique voudrait en fait que la création d'une entreprise en elle-même ne génère pas un complément à une prolongation de droits, hein, parce que normalement, lorsque vous créez votre entreprise, donc, selon l'option que vous avez, on comprend le versement des allocations qui se poursuit derrière se fait sur la base des droits que vous avez déjà ouverts. D'accord? Donc, si vous créez votre entreprise juste avant, on va pas forcément prolonger, on va pas prolonger vos droits en fait, hein. On va se baser sur les allocations qui vous restent le temps que vous êtes encore inscrit à Pôle emploi pour vous les verser. Donc, à partir du moment où vous prenez votre retraite, on passe à un autre cap effectivement et là, on ne va pas vous générer de nouveaux droits. L'intérêt, c'est de voir à quel moment, en fait, vous demandez à bénéficier de votre retraite. Si vous avez effectivement tous vos trimestres ou s'il vous en manque, de faire le calcul, effectivement, du bon moment, en fait, pour faire votre demande de retraite. Il est évident, en fait, que la situation, comme vous le dit Safia, en fait, n'engendrera pas de nouveaux droits et ne vous dispensera pas, effectivement, si vous avez atteint l'âge de la retraite légale, que vous avez tous vos trimestres, en fait, voilà, c'est de repousser plus tard la retraite, c'est pas le choix de la création, c'est votre choix personnel en fait. Donc peut-être vous rapprocher de la CNAV pour avoir quelques informations pour le régime spécifique en fait des créateurs d'entreprises et de la retraite. Je sais qu'ils ont sur leur site en fait possibilité de prendre des rendez-vous aussi d'informations par rapport à ce sujet création d'entreprise et retraite. Voir les compléments qui peuvent être versés ou perçus en fait en même temps. Alors, une information, puisque là on enchaîne sur la CNAV, j'en profite un peu justement, vous allez avoir un webinaire hein, qui est organisé justement en partenariat Pôle emploi CNAV. Nous avons un webinaire donc, sur le 77, sur notre territoire, hein, qui va avoir lieu le 30 novembre prochain. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est à vous rapprocher de votre conseiller justement pour demander à participer à ce webinaire et ce sera l'occasion justement de poser votre question par rapport à votre choix de à quel moment, quel impact justement par rapport à votre retraite, le fait de créer votre entreprise alors que vous allez être passé en retraite là. Donc, n'hésitez pas. On a beaucoup de questions qui tournent autour des aides, autour des prêts, autour des possibilités, en fait, effectivement, d'avoir une aide à l'achat du matériel quand on a plus de 30 ans. Il faut savoir que dans beaucoup de pôles emploi, en fait, du 77, dans beaucoup d'agences, sont organisés des ateliers, en fait, d'information par rapport à la création d'entreprise. Et dans à peu près la moitié de nos agences sont organisés des ateliers avec l'ADI, dont a parlé Safia tout à l'heure, hein, qui permet effectivement de faire du microcrédit et des aides à la création d'entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre agence Pôle emploi pour voir les dates des prochains ateliers ou sur votre espace personnel. Certains ateliers sont ouverts à l'auto-inscription, en fait. Donc, n'hésitez pas, en fait, à aller voir ce qui peut être proposé pour que vous ayez des réponses qui soient en présence de l'ADI, donc en présence, effectivement, de ce microcrédit et aide forfaitaire, en fait. Je propose peut-être qu'on passe à une dernière question, en fait, puisqu'il est 11h33. Je ne sais pas, Annie, une question. Oui, alors il y a une dernière question, effectivement, qui concerne Pôle emploi. Une personne qui est auto-entrepreneur et qui touche l'ARE, cette personne demande si le montant de l'ARE sera toujours le même, quel que soit le chiffre d'affaires qu'elle va déclarer en tant qu'auto-entrepreneur.
Alors non, forcément, en fait, c'est la situation que j'évoquais en amont pendant la partie Pôle emploi. On va vous défalquer 70% de vos revenus, en fait, pour pouvoir calculer un nombre de jours indemnisables. Ce qui veut dire que rapporté au mois, forcément, ça va varier en fonction du chiffre d'affaires que vous aurez réalisé. Donc après, je ne peux pas vous annoncer de chiffres précis puisque tout dépendra effectivement du montant de vos revenus, mais en tout cas, il y a bien 70% de vos revenus qui seront défalqués du versement de votre allocation mensuelle. Sachant qu'effectivement, ça ne pourra pas dépasser le montant, comme je l'avais évoqué, de votre allocation initiale qui a servi à ouvrir vos droits quand vous êtes inscrit comme demandeur d'emploi. Une dernière question, on nous demande en fait sur YouTube, comment retrouver ce webinaire en fait? Quel est son titre? Est-ce que c'est l'URSSAF et Pôle emploi vous accompagnent? Est-ce que c'est quelqu'un, je n'ai pas moi l'info. Sur YouTube, ce sont des tutos, d'accord? Et ce webinaire, la personne va recevoir un lien pour revoir, pour faire ce qu'on appelle le replay, pour revoir ce webinaire. Mais logiquement, on nous avait dit qu'il était aussi sur YouTube, en fait, qu'on pouvait le trouver sur YouTube. Donc, je pense qu'avec le titre, en fait, on avait tout à l'heure comme titre, en fait, l'URSSAF et Pôle emploi vous accompagnent. Hein. Oui, dans la création de votre entreprise. Voilà, dans la création, je pense que c'est ce titre-là, en fait. Vous pouvez, sinon, au-delà de YouTube, hein, rappelez-vous, Dominique vous annoncez en amont du webinaire, vous avez aussi la possibilité de réaccéder à ce replay en cliquant sur le lien d'accès que vous avez reçu. Puisque ce lien reste actif pendant 90 jours. Donc, n'hésitez pas, si c'est plus simple pour vous, d'y accéder par ce biais-là. Donc voilà, nous arrivons, oui. Non, juste c'était un petit clin d'œil, en fait, parce qu'on a une dernière question de Catherine qui nous dit « Et si je ne veux pas prendre ma retraite ?» Donc, ouais, après, c'est une question d'actualité, en fait, hein, la retraite aujourd'hui. Ne pas la prendre, en fait, par rapport à la création, voilà, c'est un choix de vie, en fait, et à un moment donné, de toute façon, l'âge à 67 ans, en fait, voilà, en fonction des trimestres et autres, donc c'est une question plus personnelle, en fait, que dans ce webinaire. En tout cas, voilà, une réflexion qui se fera à vous. En tout cas, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir à quelles options. Est-ce que je vais me lancer dans la création d'entreprise à ce moment-là? Ça peut être une solution, hein, ça peut être envisagé de cette façon-là. Est-ce que j'essaie de trouver une activité même partielle, à temps partiel, parce que justement, je n'ai pas suffisamment cotisé pour pouvoir prétendre tout de suite à ma retraite. En tout cas, voilà, c'est une réflexion qui relève de votre souhait personnel. Et puis, je vous invite aussi à vous rapprocher de la CNAF justement pour vous aider dans cette réflexion. Merci en tout cas à tous. Voilà, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Nous vous remercions d'y avoir participé et espérons avoir répondu à vos interrogations et à vos nombreuses questions. Nous vous invitons à prendre quelques instants pour répondre à notre enquête de satisfaction. Et comme on l'a dit préalablement, vous avez la possibilité de revoir ce webinaire en replay avec le lien qui vous a été communiqué. Nous disposons également toujours de la chaîne YouTube des tutos de l'URSSAF qui vous accompagnent pas à pas dans vos démarches. Donc n'hésitez pas à aller sur YouTube, les tutos de l'URSSAF, et vous verrez également pas mal de tutos concernant la création d'entreprise. Et je remercie également la participation de Pôle emploi de Seine-et-Marne pour leur collaboration et je vous dis à bientôt. Merci à tous, bonne fin de journée. Bonne journée à tous. Pour un prochain webinaire, au revoir. Au revoir.